Alors, je suis Marc Muller, fondateur d'Aspic Technologies. On est une société qui édite des logiciels de traitement sonore. Historiquement, on travaillait surtout pour le jeu vidéo, la réalité virtuelle au sens 3D interactive. Ce qui m'amène aujourd'hui ici, c'est vraiment cette notion de vidéo 360, puisqu'on commence à avoir des retours d'expérience sur des choses qui marchent et qui ne marchent pas dans les processus de création audiovisuelle, peut-être que je vais dire traditionnels, sans que ce soit péjoratif, loin de moi cette idée. Et finalement, avant de passer un peu sur ces pipelines de production, je voudrais qu'on se rappelle que effectivement, le spectateur, on lui laisse la possibilité de choisir vers où il regarde, ce qui veut dire aussi qu'on lui laisse la possibilité de choisir vers où il entend. Et dans l'audiovisuel peut-être traditionnel, on est habitué à utiliser le son comme un élément d'ajout d'informations extrêmement important sur les éléments dans le champ, mais aussi sur les éléments qui sont hors champ. C'est-à-dire qu'on demande à toutes en tout cas les mixeurs, notamment en post-production, de vraiment jouer là-dessus pour accompagner la narration. Et finalement, avec la vidéo 360, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui apparaît, qui est le choix de l'angle d'écoute. Et même si c'est un choix qui est fait par le spectateur à la fin finalement, de tout votre processus de production, bah, c'est un choix qui a un impact considérable dès le début de la chaîne de production. En fait, la vidéo 360, elle remet vraiment en question la façon dont on concevait, enfin, dont on conçoit la spatialisation sonore. Par spatialisation sonore, je parlais de ce qui fait que j'entends un son devant, derrière, à gauche, à droite. Et de façon très traditionnelle, il y avait une convention de la production au moment du mix jusqu'au moment de la diffusion du contenu. Une convention où tout le monde savait où était l'avant, où était l'arrière. C'est-à-dire qu'a priori, en regardant un film, je suis face à mon écran et mes haut-parleurs, peu importe qu'il y en ait 2 ou qu'il y en ait 5, 10, 20, ils sont positionnés avec la même convention d'être alignés sur l'image. Il y a un 0 degré devant et tout le monde est d'accord. Finalement, cette spatialisation traditionnelle, elle devient un peu caduque dans le cas de la vidéo 360, puisque si on imagine même le cas très simple où j'ai, c'est peut-être des banalités, mais je préfère quand même le rappeler, même dans un cas très simple où j'ai 2 haut-parleurs face à moi, gauche-droite, si je produis, enfin si le spectateur a envie de se retourner un moment, la droite devient la gauche, et il n'y a plus de cohérence entre ce qu'on voit et ce qu'on entend, et vous le savez tout aussi bien que moi, il est très important de garder une cohérence entre la vue et l'image pour immerger votre spectateur. Le terme que je vais utiliser un peu tout au long de la présentation, c'est la spatialisation dynamique. C'est le fait de se dire que, vu qu'on n'a pas de considération a priori d'où est l'avant et où est l'arrière, on est obligé au moment de la lecture de la vidéo, au moment où elle est expérimentée, où elle est vécue par le spectateur, on est obligé à ce moment-là de spatialiser le son. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir un flux audio où il y a une notion d'avant et d'arrière. On doit sortir un flux audio qui, à n'importe quel moment, peut être réorienté. C'est-à-dire que la spatialisation dynamique, comment est-ce qu'on peut voir ça ? C'est mon spectateur, il y a une infinité de haut-parleurs autour de lui, et à chaque moment, peu importe la direction dans laquelle il regarde, il y a des choses qui parviennent à ses 2 oreilles qui sont cohérentes avec là où il regarde. S'il entend un son derrière lui qui se retourne, il veut l'entendre devant, et à l'inverse, s'il y avait un son en face de lui qui se tourne vers autre chose, il veut que ce son passe ailleurs dans son champ sonore. Et encore une fois, avant de passer vraiment à des petits retours d'expérience sur les pipelines de production, je vais parler un tout petit peu du son binaural. Je vais essayer de ne pas être trop technique. Pourquoi je vais en parler ? C'est parce que je considère que quand on regarde une vidéo 360, dans la majorité des cas, on va avoir un casque vidéo, surtout un casque audio. Dans le cas d'un casque audio, ça fait des années qu'on est capable d'utiliser des technologies comme le son binaural pour tromper un peu le cerveau et essayer de reproduire une écoute la plus naturelle possible. C'est-à-dire que, alors il y a plein de définitions du son binaural. La mienne aujourd'hui, elle sera que reproduire un son binaural, c'est le reproduire en utilisant en fait la physiologie de la tête et du corps humain pour tromper le cerveau et lui donner vraiment l'impression qu'un son vient de l'avant ou de l'arrière, alors qu'on a juste un haut-parleur sur chaque oreille. Alors comment on fait ça ? Finalement, c'est pas très compliqué, mais c'est malin. Si là, Loïc et Mathieu me parlent, ils sont à ma droite, quand le son vient de leur bouche, il atteint d'abord mon oreille droite, puis le son est diffracté autour de ma tête et il atteint mon oreille gauche dans un deuxième temps. Donc déjà une question de délai, c'est tout bête. Il y a une deuxième question qui est une question
de contenu fréquentiel, c'est-à-dire que vous et moi, depuis qu'on est tout petit, on a été habitués, notre cerveau s'est éduqué à se dire quand un son vient de l'avant, ma boîte crânienne filtre son contenu différemment de quand le son vient de l'arrière. Si je ferme les yeux et que l'un d'entre vous me parle, je sais exactement d'où il vient et pas uniquement pour une question de simple volume sonore qui va être plus fort sur mon oreille droite ou mon oreille gauche. Il y a vraiment un apprentissage qu'on fait tous en grandissant qui fait que je vais peut-être avoir par exemple plus de fréquences graves quand le son vient de l'arrière ou de l'avant. Quand il vient d'au-dessus ou d'en dessous, il y a le reste de mon corps qui va absorber une partie du son, ce qui fait que, encore une fois, en fermant les yeux, je suis capable de savoir d'où vient un son. Donc, dans la spatialisation dynamique, il y a une bonne partie qui est en fait qui est le son binaural. Dans une vidéo 360, si on arrive à proposer du son binaural, on va vraiment pouvoir accompagner le spectateur dans la direction dans laquelle il entend. C'est-à-dire qu'un son qui est derrière, il va l'entendre derrière. Peut-être que ça lui donnera envie de se retourner, et peut-être que c'est ce qu'on a envie de faire en tant que réalisateur, c'est d'utiliser le son pour attirer l'attention ou garder l'attention. C'est-à-dire que je regarde un objet qui a du sens et qui émet du son dans la vidéo. Bah, s'il vient de la bonne direction, je vais peut-être garder mon attention dessus. Et si le son il est en dehors de mon champ visuel actuel, je vais peut-être avoir envie de me tourner vers lui pour l'entendre. Et une petite désambiguation. La différence entre le binaural statique et le binaural dynamique, ce que vous voyez sur la gauche de la slide, c'est un microphone binaural. C'est un peu comme une caméra traditionnelle, c'est-à-dire que le microphone binaural, il enregistre avec une orientation qui est figée, c'est-à-dire que, par exemple, ici, je pose ma caméra, mon microphone, par exemple, juste en dessous, tout comme je ne pourrais pas a posteriori tourner la caméra, si on parle d'une caméra traditionnelle, le microphone binaural, je ne pourrais pas le retourner. Ça permet d'avoir vraiment une captation sonore qui correspond à celle de ma tête, si elle était posée ici. Ce n'est pas forcément très utile dans un contexte de vidéo 360. En tout cas, c'est mon avis personnel. Je suis prêt à en débattre après. Le binaural statique, c'est très intéressant dans des tas de situations. Pour la vidéo 360, c'est peut-être une fausse, très bonne idée. Le binaural dynamique, c'est le fait tout simplement au moment de la lecture d'un contenu, vidéo, jeu vidéo, peu importe le média, c'est le fait de reproduire cette sensation exacte d'avant, d'arrière, de gauche, de droite, de haut et de bas, pour qu'on ait une vraie spatialisation sonore. Et j'en arrive finalement à peut-être au plus intéressant, qui est aujourd'hui, parce que peut-être que demain ça aura changé, quelques constats qu'on a dressés sur un pipeline quasi complet de production en vidéo 360, du tournage, même de la pré-production, jusqu'à la diffusion. Il y a des choses qui seront technico-techniques, j'essaierai de les rendre simples, mais l'important est finalement de se rendre compte de choses qui marchent, qui ne marchent pas, et qui seront sûrement amenées à évoluer. Je vais commencer par le tournage. Quand on part en tournage, en général, il y a une équipe son, un chef opérateur, un perchman, ça dépend de la taille des équipes. Le tournage, c'est vraiment le moment où on crée tous les sons diégétiques qui sont donc, dans les grandes lignes, les sons qui sont aussi entendus par les personnages. Alors ça va être les voix, notamment, très important. Les effets, par effet, je veux dire un bruit de pas, une porte qui s'ouvre, un véhicule qui passe, et les ambiances. Donc tout l'environnement sonore qui fait qu'on a une acoustique différente dans une tempête de neige ou au bord de la plage. Sur un tournage 360, Loïc a pu le montrer juste avant, on n'a a priori rien autour de la caméra, donc a fortiori on n'a pas de perchman, ou alors c'est très compliqué de l'effacer puisqu'il est quand même beaucoup plus présent que juste un individu qui est placé sous la caméra. Ce qui fait que là où un chef opérateur et ses assistants sont habitués à revenir du tournage avec a priori des voix et surtout des voix contextualisées, c'est-à-dire qu'elles ont été prises sur place, elles sonnent comme dans l'environnement où se passe le film, il va peut-être falloir envisager plus de post-production. Il faut vraiment se dire que l'équipe audio va revenir avec moins de matériel, de matière sonore, et qu'il y a des choses qu'il va falloir refaire a posteriori, ce qui demande forcément plus de temps. Alors au niveau des voix, il y a quand même une solution qu'on essaye, qui est de mettre des micros HF sur des micro-cravates, par exemple, sur les acteurs. Alors, ça marche bien, il faut des bons micros. Et il y a quand même des situations où c'est pas possible, c'est-à-dire que vous avez peut-être des costumes qui font, alors des costumes au sens large, qui font que le micro ne peut pas être caché, ce qui est un problème. Ou à l'inverse, des costumes tellement volumineux qu'on va avoir des bruits de frottement sur les micros HF, ce qui rend
le placement difficile. Et donc, c'est quelque chose qui, dès la pré-production, doit être vraiment bien pensé pour être sûr, sur le tournage, de ne pas se retrouver avec des sons et notamment des voix qui n'ont pas été captées. Alors, on peut faire de la post-synchronisation en studio après, refaire les voix. Ça a forcément des défauts, mais c'est une solution. Alors, heureusement, pour les autres types de sons, les effets, tous les bruitages et les ambiances, il est heureusement encore possible de les capter de façon traditionnelle, avant et après les prises, à la perche, pas à la perche. Enfin, voilà. Heureusement, ces sons-là sont beaucoup moins impactés par la contrainte du tournage 360, puisqu'on n'a pas forcément l'habitude de les prendre de façon synchrone avec l'action. C'est plus sur les voix qu'on a vraiment une considération nouvelle à avoir en tête. Voilà, du coup, ici, rien n'empêche de prendre l'ambiance des falaises et de la mer après le tournage. C'est pas du tout une contrainte. Il y a quelque chose de... Alors, c'est pas réellement nouveau, mais qui revient à la mode et qui, surtout d'un point de vue technique, s'est vraiment amélioré ces derniers mois, ces dernières années. C'est les microphones ambisoniques. Le microphone ambisonique, donc c'est, par exemple, là, il y en a un sur cette photo, il est placé sous le rig de caméra. Le micro ambisonique, il est à l'audio, ce qu'est le rig de caméra 360 à la vidéo. C'est un moyen de capter le son dans toutes les directions. Alors évidemment, il y a des choses très techniques en dessous, c'est une décomposition sur des harmoniques sphériques, mais sans rentrer justement là-dedans, parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, ça a l'intérêt de capter un flux audio qu'on est capable de réorienter a posteriori. Et c'est-à-dire au moment de la post-production et au moment de la lecture, de choisir dans quelle direction on écoute. Alors le micro ambisonique, là, il est placé sous une caméra, et c'est marrant parce que pour nous, c'est bien pour des cas très simples où il faut faire vite, mais c'est pas vraiment une bonne idée. Encore une fois, c'est mon avis personnel, et je suis prêt à en discuter. La faiblesse justement du microphone ambisonique, quand il est placé sous la caméra, il vient de plusieurs choses. Déjà, c'est un micro qui va capter tout ce qu'il y a autour. Et en son, on n'aime pas trop capter dans le même flux les voix, les effets, l'ambiance, le bruit de caméra, par exemple. Si vous avez un mixeur qui va faire le mix final de votre vidéo, je pense qu'il vous remerciera si vous ne lui ramenez pas un flux audio avec tout mélangé à l'intérieur. Surtout que les voix, par exemple, si elles sont reprises par un autre micro, ou si elles sont reprises en post-synchronisation, ça va être très compliqué d'avoir d'un côté des voix seules, mono, et de l'autre côté des voix qui sont un peu mélangées dans un ambisonique, parce qu'à décorréler, et en termes même d'effet de phase, pour ceux à qui ça parle, c'est un cauchemar. Donc le micro ambisonique là sous la caméra, il n'est pas forcément très intéressant au moment de la prise de vue. Par contre, un micro ambisonique, c'est génial pour prendre des ambiances 360, c'est-à-dire là, si le tournage a lieu au bord de la mer, on va être capable en une prise de capter, il y aura la mer et les cliquetis des vagues d'un côté, il y aura le bruit du vent peut-être sur les falaises de l'autre côté, des oiseaux qui passent au-dessus. Le micro ambisonique, c'est un outil formidable à mon sens, pour capturer ces ambiances-là. Ambiance que de toute façon, sinon on aurait peut-être recréé en post-production. Et finalement, ça vient aider tout le travail de sound design qui va être fait au montage, en créant des ambiances déjà très réalistes, très cohérentes. Donc voilà, il y a des forces, il y a des faiblesses pour nous sur ces aspects-là. Sur la prise de son, je ne vais pas en dire plus. C'est quand même une partie du process qu'il faut vraiment bien réfléchir. Parce que revenir du tournage sans la matière sonore qu'on souhaitait ramener, ça pose beaucoup de problèmes en post-production. Donc il faut vraiment l'intégrer dans vos réflexions dès la préparation des tournages. Deuxième étape pour nous, le montage. Dans le cas de la production sonore, qu'est-ce que je mets dans le sac du montage? Il y a la création de tous les sons qui manquent. Alors ça va être justement du sound design, du foley, des ingé-sons qui vont recréer les bruits qui vont accompagner au mieux l'histoire qu'on raconte. Il y a la création de la musique, évidemment. On met tout ça chronologiquement dans notre timeline pour accompagner le visuel et aussi le hors-champ d'ailleurs, quand il y en a. Et on fait un premier mix, c'est-à-dire un premier équilibre entre toutes ces pistes sonores, parfois au moins entre 100 et 200, qui constituent notre prise son. Alors, le montage est relativement peu impacté par les nouveautés en termes de vidéo 360. Ce que nous, on note vraiment, c'est que si on a la possibilité de créer des ambiances ambisoniques, de capturer des flux ambisoniques en amont, il faut pouvoir les écouter au montage avant d'envoyer tout au mixeur.
Et donc là, ce qu'on voit sur la droite, c'est un outil fait par une boîte qu'on connaît bien qui s'appelle Noisemakers. C'est un outil qui permet en fait de monitorer les sons qui ont été capturés, de les replacer un peu dans l'espace sonore autour de soi, et finalement d'être sûr qu'à la fin du montage, on n'a pas, tout comme il nous manquerait par exemple, j'ai pas de l'image derrière, voilà, être sûr qu'à tout moment le son il est bien englobant, qu'il est là où on veut, et même si c'est pas encore extrêmement précis, qu'il manque rien avant de partir au mix. Et finalement le mix, d'après nous, c'est l'étape qui est vraiment la plus modifiée, la plus impactée par les nouveaux outils, les nouvelles techniques et les nouvelles problématiques créatrices sur la vidéo 360. Le mix, il a deux rôles principaux. D'une part, l'équilibrage de tout le contenu sonore, c'est-à-dire l'équilibrage, mais aussi le service de la narration, c'est-à-dire être sûr qu'à un moment, un son qui est important, on va l'entendre correctement. Qu'il va être traité de la bonne façon, ça peut être un acteur qui parle, ça peut être un bruitage qui est censé vraiment mettre de l'emphase sur une action qui est en train de se passer. Au mix, on fait vraiment un équilibrage très précis de toutes les sources sonores. Et il y a un deuxième aspect qui est la spatialisation. C'est-à-dire qu'habituellement, un mixeur, il est dans un auditorium, il a le film en face de lui, et il va faire en sorte qu'il y ait vraiment un lien très fort entre le son et l'image. Cette spatialisation très précise, je vous le rappelle, maintenant elle doit être dynamique, ce qui fait qu'on ne peut plus réellement se dire que le mixeur il est dans un auditorium avec un kit son 5 points parfaitement calibré avec le 0 devant, et pas vivre son film en 360. S'il mixe à l'image, il ne va pas vivre l'expérience que vivra le spectateur après, puisque finalement le mix c'est la dernière étape de la post-production sonore, avant l'export. Et donc il est extrêmement important que le mixeur puisse ancrer les images et les sons ensemble. Alors pour faire ça, on a de la vidéo 360, on a cette sphère de vidéo. Et donc il y a des outils maintenant qui apparaissent pour accompagner le mixeur. Je vais en passer aux trois catégories en revue, très rapidement. La première, c'est la première qui est apparue, c'est ce qu'on voit là sur vue aérienne. Là, c'est l'outil de Facebook, le Spatial Audio Workstation. Alors, à l'époque où ça n'avait pas encore été racheté par Facebook, c'est une entreprise écossaise qui s'appelle 2Big Ears, qu'on connaît bien. Il faut imaginer là qu'on propose au mixeur d'avoir une vue aérienne de sa tête, et donc, en imaginant que la vidéo est organisée autour, de placer les sons tout autour de lui. Et de se dire, si à un moment, là, vers l'avant de la vidéo, il y a mon hélicoptère qui passe ou le défilé qui passe, les sons que j'avais envie de placer pour le rotor de l'hélicoptère, telle action, il est dans cette direction. Et donc finalement, le mixeur, il a un premier niveau de contrôle qui lui permet de placer autour de lui, vu de dessus, ses sources sonores. Le deuxième niveau qui est apparu, c'est quelque chose qu'on propose nous aussi, c'est de le faire directement sur la vidéo dépliée. Alors là, en fait, j'ai pris une petite capture de l'outil d'AudioEase, sauf que là, du coup, l'image n'est pas dépliée à 360. Le principe est de se dire, le mixeur a son écran, il voit la vidéo dépliée et il va placer ses objets sonores et se dire, là, il y a mon lead personnage qui est à cet endroit-là, là, j'ai un bruit qui est vachement important, donc je les place sur la vidéo et je les déplace pendant la lecture. C'est-à-dire que voilà, pendant mon plan qui fait 15 secondes, ce personnage il est passé de tel endroit à tel endroit. Voilà, c'est visuel, c'est beaucoup plus pratique pour avoir un ressenti de la spatialisation. C'est un deuxième niveau qui est très intéressant. Et alors on essaye nous d'aller un petit peu plus loin en ce moment, et c'est de proposer au mixeur de revêtir un casque de réalité virtuelle et donc d'être englobé par la vidéo 360 et de placer ses sources autour de lui. On a des périphériques d'interaction et donc de se dire, j'ai plus ma vidéo qui est extrêmement large, là je suis à l'intérieur, je suis le spectateur avant le spectateur, et je place mes sources sonores autour de moi, j'ajuste mes effets. Ça n'a pas besoin d'être des sessions extrêmement longues, ça peut être même pour peaufiner des choses qui ont été faites dans d'autres outils avant. Mais le but est vraiment de vivre l'expérience telle qu'elle va être, parce que pour le mixeur et pour le réalisateur, c'est extrêmement important de s'assurer que le spectateur va entendre et voir les choses telles qu'on voulait qu'il l'entende et qu'il les voit. Un peu comme quand Loïc évoquait les tests que fait la personne qui crée les vidéos chez vous, qui le fait bêta-tester en fait à des gens. Le mixeur et le réalisateur, en général, en auditorium, il s'assure que tout est cohérent. Là, il faut être sûr que le spectateur va
entendre vers là où on veut qu'il entende. Indépendamment des outils que je cite, il y a des nouveaux paramètres qui apparaissent, c'est-à-dire que le mixeur, il avait déjà pas mal de choses à faire en termes de volume, de compression, de traitement fréquentiel, de spatialisation. Et il y a quand même des nouvelles choses qui apparaissent qui sont très intéressantes. La notion de spread, faut la voir comme une notion de largeur des sources sonores. C'est quelque chose qui était extrêmement présent dans les médias type jeux vidéo, qui du coup maintenant réapparaît pour la vidéo 360. À quoi ça sert? On pourrait se dire par exemple à un instant donné, au début de mon plan, j'ai une source sonore qui est extrêmement ponctuelle, c'est-à-dire que je l'entends très précisément dans une direction, par exemple pour attirer mon attention. Mais au fur et à mesure que le plan avance, cette source sonore elle est plus aussi importante et je veux pas que l'utilisateur il se concentre dessus plus qu'au début, peut-être parce que il y a autre chose qui est apparu, il y a autre chose qui se passe. Et donc on va élargir la source sonore, ce qui fait que de quelque chose de très ponctuel, elle va devenir quelque chose de beaucoup plus diffus. Peut-être, par exemple, parce que c'est un cadre, je regarde le cadre et en fait je suis plongé dans ce cadre et donc finalement le son finit par m'entourer, alors qu'à la base il était très ponctuel. Ça donne finalement beaucoup de nouvelles possibilités en termes d'écriture, de narration, et c'est pas le seul paramètre. Le deuxième, en tout cas qui moi me parle beaucoup, c'est ce qu'on appelle souvent le mix focus. C'est de se dire que le son étant très important pour attirer l'attention d'un spectateur, on pourrait imaginer que le mix n'est pas complètement figé, mais qu'il y a un petit peu de mix qui se fait en temps réel et qui va par exemple faire en sorte qu'une source sonore est plus forte quand on ne la regarde pas ou le fait qu'elle soit plus forte quand on la regarde. Encore une fois, toujours les mêmes exemples. Une source qui est hors de mon champ visuel, je la mets un peu plus fort automatiquement. Du coup, le spectateur va regarder vers elle. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Et puis dès qu'il la regarde, je remets le son à un volume normal parce que finalement, j'allais attirer là où je voulais. Mais on peut aussi faire l'inverse. On peut se dire que dès que le spectateur regarde vers cette source sonore, on va booster le volume pour garder son attention. Et finalement, comme le spread, ça donne des nouvelles possibilités d'écriture qui sont plutôt peut-être perturbantes, mais qui donnent vraiment un moyen d'accompagner le spectateur dans la chorégraphie qu'on met en place dans la vidéo. Alors, le mix, c'est la dernière étape de la post-production. Il reste quand même à exporter le son pour qu'il puisse être lu. Et donc, je vais parler, pas forcément la partie la plus sexy des formats. On a été habitué à stocker le son sous format notamment multicanal, 2.0, 5.1 et autres. Je vais parler de deux nouveaux formats. Ils ne sont pas réellement nouveaux, ils étaient utilisés ailleurs. Le stockage ambisonique. Donc, il faut rappeler que les micros ambisoniques capturent le son à 360 degrés. Il y a évidemment des formats de stockage qui permettent, tout comme la vidéo, a posteriori de choisir l'angle d'écoute. Donc on va appeler ça format ambisonique. Les formats ambisoniques, ils ont plusieurs ordres. Il faut voir ça comme peut-être une question de définition, de résolution. C'est-à-dire qu'un ambisonique de premier ordre, ça va être un peu comme si on avait 4 haut-parleurs. C'est-à-dire que c'est bien, c'est spatialisé, c'est pas forcément hyper précis. Et puis on va monter au deuxième ordre, au troisième ordre. C'est comme s'il y avait de plus en plus de haut-parleurs autour de moi. Et donc je vais avoir une spatialisation de plus en plus précise. Évidemment, ça prendra de plus en plus de place de stockage, ce qui peut être une contrainte de diffusion plus ou moins forte. L'autre format de stockage qui revient à la mode pour la vidéo 360, c'est le stockage orienté objet. C'est ce qu'on fait typiquement en jeu vidéo, c'est-à-dire que tous les sons sont stockés sous forme de pistes mono, et chaque son est placé précisément dans l'espace 3D. Donc finalement, au lieu d'avoir un contenu global où toutes les sources sont mélangées, dans le format orienté objet, chaque source a son propre canal audio extrêmement précis qui est seul, et on va pouvoir le spatialiser précisément. Alors, ces formats-là existent, mais du coup, qu'est-ce qui est utilisé réellement dans l'industrie, on va dire? Les formats, pour l'instant, les plus utilisés sont notamment ceux qui sont imposés par les plateformes de diffusion, que sont YouTube et les plateformes Facebook. YouTube aujourd'hui utilise un format ambisonique de premier ordre, c'est-à-dire que c'est un flux audio 4 canaux qui permet une rotation, mais comme il est de premier ordre, à mon goût personnel, il est assez peu précis. On a par contre une vraie notion d'avant-derrière, c'est déjà un premier très grand pas en avant, mais ça reste très perfectible et je fais confiance de toute façon à YouTube pour petit à petit réussir à monter en ordre et à conserver des choses qui restent diffusables en termes de quantité de données. Facebook, en fait, ayant racheté la société To Be Gears dont je parlais un tout petit peu plus tôt, a utilisé son format, le format TBE, qui est un peu obscur, mais qui, quand on regarde un peu à l'intérieur, est une sorte d'ambisonique sur lequel la musique est sur une piste stéréo supplémentaire. C'est-à-dire que
il y a un mélange en fait sur ce format-là, tel que je le conçois, d'un ambisonique qui contient tout le son spatialisé et de la musique sur un format traditionnel stéréo. Pourquoi? Parce que la musique, on n'a pas forcément envie qu'elle soit spatialisée. Je ne l'ai pas mentionné avant parce que sinon il y aurait tout un tas de choses. Mais voilà, en tout cas, c'est un format intermédiaire. Et il y a d'autres formats, c'est le cas de Dolby Atmos VR, de DTS:X, MPEG-H, c'est également le choix que nous on fait sur nos players. C'est de combiner un peu tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire de l'ambisonique par exemple pour l'arrière-plan sonore, et puis de prendre quelques sons orientés objets, par exemple les voix des acteurs pour les spécialiser de façon très précise, et de rajouter des pistes multicanales pour la musique, type stéréo, puisque c'est assez pertinent pour une lecture au casque. Avant de passer la parole à Mathieu, si je devais synthétiser en quelques mots, le point de départ, c'était le fait que le spectateur puisse tourner la tête et finalement tourner les oreilles dans la vidéo 360. Ça impacte beaucoup de choses. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'aujourd'hui qu'il y a une révolution des pipelines, mais peut-être que certains ne sont pas d'accord avec moi. Il y a une évolution très forte, notamment du fait de la technique, qui fait poser beaucoup de questions en prise de son, en mix, en spatialisation. Mais finalement, nous, on voit ça vraiment comme une évolution et comme l'introduction dans le monde de la vidéo de technologies qui étaient déjà présentes dans d'autres médias, notamment chez nous, tout ce qui est 3D interactive. Il est très important, s'il y a quelque chose que nous, on retire des expériences qu'on a en ce moment, dès la pré-production, d'être bien conscient de tout ce qui est faisable et de toutes les contraintes techniques, parce qu'elles vont impacter la prise de son, la post-production, la diffusion, et elles vont donner des nouvelles possibilités ou contraintes au moment de l'écriture. Et pour ça, je vais plutôt du coup passer la parole à Mathieu, puisque en termes d'écriture, c'est lui le mieux placé.